Donc on va prendre quelques questions de la salle, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors je demande aux gens de parler dans le micro parce que c'est pour que ceux qui suivent sur Internet puissent vous entendre. Bonsoir, merci pour l'éclairage. J'avais une question pour revenir sur la relation entre Trump et l'Europe. Et dans ce cadre-là, en fait, vous disiez justement que Trump voit vraiment l'Europe comme sa vassale, mais aussi Trump a tendance à beaucoup chercher des relations, des négociations bilatérales pour être encore plus en position de force, c'est ce qu'on entend. Et je me disais, en fait, dans ce cadre-là, est-ce que, quel est votre avis sur le fait de sortir ou non de l'Union européenne maintenant, dans un cadre où justement on a un Trump qui va se délecter des divisions que ça pourra créer, parce que si un pays comme le nôtre ou un autre sort de l'Union européenne, il y a des chances qu'après chaque pays essaye de retirer ses billes et que ça crée en tout cas momentanément beaucoup de divisions. Pour moi, la priorité à court terme, c'est pour les Européens de poser la question, pas de façon agressive et en disant Trump c'est un rigolo, c'est un clown, c'est tout ceci, c'est là. Non, en posant la question comme je l'ai posée à l'administration américaine, en disant il n'y a pas de développement. Vous avez eu un moment Soyouz avec Deep Sea qui trouver les Chinois. Et ce moment Soyouz, eh bien, il faut considérer que vous pouvez y faire face, cette fois-ci, qu'en accord avec l'Europe, et vous-même et l'Europe, étant dans le rapport nouveau qui est la nouvelle architecture avec les BRICS en négociant avec eux. Et c'est la seule façon de se sortir des guerres. On ne peut sortir des guerres que si on pense... Alors, il y a un ami chinois qui s'appelle Wei Wei, qui était à Sciences Po d'ailleurs, j'ai appris récemment. Bon, je ne savais pas. Et lui a dit, pour nous, il y a des ennemis, non, il y a des amis, et d'autres qui peuvent devenir amis. Donc c'est la conception chinoise, gagnant-gagnant. Alors je pense, je ne sais pas si les Chinois la pratiquent toujours, jamais la réalité n'est parfaite, mais c'est une orientation nécessaire, ça c'est une première chose. La deuxième, sur sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est vrai que c'est quelque chose qui, si le monde restait toute chose par ailleurs, serait indispensable. Surtout, alors là, il y en a une qui est nécessaire, c'est l'OTAN. Il faut sortir de l'OTAN. Mais comme l'Union européenne est associée à l'OTAN, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas rester dans l'Union européenne, pas dans le contexte. Mais il faut débattre de cette question. Ce n'est pas une question, la France va le dire, la France a raison, la France est souveraine, mais ça ne marche pas comme ça. Il faut convaincre les autres. Et il faut créer une politique, c'est pour ça que nous, on est pour la dissolution de l'OTAN et pas pour en sortir comme ça. La dissolution, qu'est-ce que ça veut dire? On dit, cette chose n'a plus raison d'exister, on n'a plus besoin d'un protecteur extérieur, d'un fédérateur extérieur, comme disait De Gaulle. Ce qu'on a besoin, c'est de faire une politique qui empêchera le basculement dans le militaire de la situation au monde. Et là, la France doit jouer son rôle. C'est comme ça, moi, je trouve absurde qu'on pense à un second porte-avions. Je pense qu'on devrait avoir des éléments d'intervention très rapides pour faire face, comme des frégates ultra rapides, pour faire face aux crises. Et notamment à des crises où on pourra transporter des choses rapidement pour soutenir les gens qui sont en difficulté, que ce soit en Martinique ou en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Donc, du point de vue de la France, il y a une nécessité, si on pense à notre souveraineté en termes de tous les territoires que nous administrons, qui est de s'inclure dans ce nouvel ordre économique de développement mutuel. Alors, vis-à-vis de l'Europe, ça veut dire défier les chefs d'État européens vis-à-vis de cette nécessité. Et pas dire, mais si vous ne le faites pas, nous partons. Donc, on n'accepte pas d'être mélonisé ou d'avoir, je ne sais pas, Draghi, vous savez que certains appellent Mélanie la Draghetta. C'est-à-dire qu'elle suit en réalité la politique de Draghi en la payant en souverain. Donc, voilà. Je crois que je peux répondre à votre question. Il y a une position sur le fond
il y a une stratégie qui est certaine, et il y a une tactique à suivre maintenant. C'est comme vis-à-vis de Trump, dans des conditions internationales qui sont extrêmement contradictoires. Ce que j'ai bien aimé en lisant les éléments de réflexion qu'ont les Chinois dans leur think tank, ils ont dit, nous admettons qu'il y a des contradictions, et ils reprennent Mao, hein, qui sur ça n'avait pas tort et a gagné à cause de ça. Il y a des contradictions antagonistes, on ne peut pas faire avec, et il y a des contradictions non antagonistes, et là on peut négocier. Donc c'est de ce point de vue-là que je vois les choses. En même temps, avec une stratégie claire, il faut que la France soit indépendante, qu'elle soit souveraine, mais qu'elle en ait les moyens et qu'elle se les donne vis-à-vis des autres. Alors, on va prendre une question d'Internet, justement par rapport à la France. Donc, une question de Madame Elachen. Que pensez-vous des dernières annonces de Bernard Arnault de sa menace de délocaliser sa production Made in France? Bernard Arnault. Bernard Arnault est un Trumpiste, il est très ami de Trump, il l'a vu plusieurs reprises. Et lui, il n'a pas de patrie, il n'est pas comme Trump. Trump, au moins, il a une patrie, l'Amérique. Bernard Arnault, non. Bernard Arnault est multinational par conviction, et c'est vrai que c'est important parce qu'il est intervenu pour dire qu'il avait marre de payer la fiscalité, que les riches paient trop la fiscalité en France, ce qui laisse un peu perplexe quand on voit que son centre, comment il s'appelle dans le Bois de Boulogne, Vuitton, comment il s'appelle, toi qui y es allé là, le centre de Bernard Arnault, sur le Bois de Boulogne. La Fondation Louis Vuitton. La Fondation Louis Vuitton. En réalité, par récupération d'impôts, il a investi dedans de la part de, je pense, un investissement qui donne une vision de son entreprise et qui la favorise. Il a dépensé, je ne sais pas exactement, entre 30 et 40%, 60 à 70%, c'est l'État, sous forme de déduction fiscale et de subventions. Donc il a quand même un sacré culot de dire on paie trop d'impôts en France. Mais on en paiera encore moins aux États-Unis si on suit Trump. Donc c'est ce que ça veut dire. Et c'est un total, et c'est le pire chez Trump, un total rejet de l'État-nation au bénéfice d'intérêts privés. Et c'est là qu'il y a dérapage dans ce souverainisme. C'est le côté Milei, Bolsonaro et le pire de Trump. On est contre l'État comme une chose en soi. L'État doit assurer que la justice, la police et l'armée. Pour le reste, l'État n'a aucune responsabilité dans l'éducation, aucune responsabilité dans la santé. C'est au privé de faire. Et là, c'est une conception qui est la conception du libéralisme anglais du 19e siècle, du 18e siècle, 18-19e siècle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Soyez pas timide, oui. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit là, sur Milei et Trump et le libéralisme britannique. Parce qu'en fait, une connaissance m'a demandé d'écouter le discours de Milei à Davos. Et donc, il fait exactement ce genre de... À Davos. À Davos, je l'ai lu, oui. Ouais. Et il revient plusieurs fois sur défendre absolument la vie, la liberté et la propriété. Bien la sûr. vie, la liberté et la propriété. Et moi, ça m'a ramené à ce combat, au fond, dans l'histoire américaine. Et est-ce qu'on peut considérer que Trump est encore entre les deux parce que, évidemment, la Constitution américaine défend la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, qui est une conception qui n'est pas juste le bonheur éphémère ou le bonheur tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc voilà, ça ramène à un combat assez profond, donc je ne sais pas si tu peux en parler. Je pense il pense que de l'un ou de l'autre côté, il n'a pas assez de bénéfices pour choisir. J'ai l'impression qu'on trompe. Non, sans plaisanter. C'est vrai que c'est toute une question fondamentale qui recoupe cette croyance de Trump dans Wall Street. La vie, la liberté et la propriété, que mentionne à plusieurs reprises Milei dans son discours à Davos, c'est Locke, c'est la vision anglaise de la propriété, où la propriété est un grand principe, ce qu'on a est un grand principe. Et ce qu'on a, généralement, dans la version qu'on en a, c'est vis-à-vis ce qu'on a pu prendre à l'autre. Et ce n'est pas un bien commun. Or, la vie, la liberté et la recherche du bonheur, dans la déclaration d'indépendance américaine, le bonheur, ce n'est pas de s'éclater en fumant un joint
comme Musk lui-même l'a fait à la télévision par provocation aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez. C'est rechercher quels sont les principes qu'on peut appliquer sous forme de loi dans l'univers, de ce que peut connaître l'homme, et que le connaissant, il agisse pour le bien commun en créant, en développant des principes physiques nouveaux, pas nouveaux dans la nature, mais qu'il n'avait pas maîtrisés jusque-là. Et il y a une chose très intéressante, je ne sais pas si tu pourrais élaborer sur ça, Sébastien, qui se passe en France, où il y a des recherches sur les relations matière-antimatière. Et après la fusion thermonucléaire, c'est le degré suivant. Larouche l'avait toujours dit d'ailleurs à l'instant, mais ça prendra beaucoup de temps, c'est pas une chose comme ça. Donc, mais c'est très intéressant qu'il y ait une relation là, parce que c'est la nature de l'univers, la nature de ce qu'on est. Et l'énergie, c'est lié à la nature de ce qu'on est. J'y pensais, je vais sortir un peu du sujet, mais je crois que c'est intéressant. J'y pensais en voyant ce qui a déterminé à peu près moins de 2 millions d'années par rapport à aujourd'hui, chez des hommes qui n'étaient pas encore tout à fait des hommes, mais qui étaient en passe de devenir, ce qui a déterminé la survie de certains. Et c'est l'alimentation en protéines, c'est-à-dire manger de la viande. Alors, est-ce que manger de la viande, c'est comme la propriété? C'est quelque chose qui est pour l'histoire éternelle. Alors, c'est une très intéressante question, parce que par rapport au comportement des animaux, on peut être, comme moi, de plus en plus gêné de voir qu'ils ont des comportements qui sont en étape, quelque part, une étape de ce que nous avons peut-être pu être, donc dans ce développement. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer une société où on trouve des produits alimentaires de même nature et aussi efficients que ce qu'on trouve dans la viande, dans l'alimentation carnée? Alors, il n'y a pas de solution, hein, les beefsteaks en céréales, ça ne marche pas. Mais est-ce que quelque chose marcherait? Je ne sais pas. Vernadsky disait, dans un texte que nous avons cité à plusieurs reprises, qu'on s'orientait sans doute vers ça un jour dans l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que telle ou telle chose concernant tel ou tel élément de notre existence n'est pas donnée pour toujours, mais elle n'est pas donnée à condition qu'on trouve un principe meilleur et qu'on l'applique. Et ça, c'est les écologistes dans la lutte contre l'alimentation carnée n'ont rien à proposer de meilleur, sinon quelque chose qui ne parvient pas à entretenir un être humain dans ses capacités. Et en effet, dans l'histoire de l'humanité, le développement des capacités créatrices, semble-t-il, d'après les découvertes des archéologues, des paléontologues récents, sont associés à l'alimentation carnée. Donc, je veux parler de tout ça parce que si on voit Trump, comme le débat se pose avec Trump, c'est quelque part les machos qui prennent de la viande, fument des clopes dans des voitures à essence, dont parlait Grimaud. Et de l'autre côté, vous avez Grimaud, qui lui n'était capable qu'à exhiber son sexe sur Internet. Donc entre les deux, je préférerais quand même la vision qui ne me convient pas, mais qui est quand même plus développée, celle de Trump par rapport à Grimaud. Je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire de Grimaud. Non, je ne sais pas. Je la connais parce que Juan Branco qui est... C'est Griveaux. Griveaux. C'est Griveaux. Griveaux. Griveaux, pardon. Griveaux. Griveaux. Donc voilà, et c'est réfléchir à ce qui peut être meilleur. On ne peut jamais dire c'était mieux avant, on doit toujours dire on va tout faire pour que ce soit mieux après. Et ça, c'est la politique, ça s'appelle la politique, au sens vrai du terme. Et si on ne relève pas ces filles, on n'est pas vraiment humain. Alors, une autre question d'Internet, Jacques, qui est de Théo. Pensez-vous que les crypto-monnaies puissent devenir un nouveau dollar en plus libéral, un dollar privatisé de l'économie mondiale qui serait tenu par ceux qui sont capables d'investir massivement dedans? Ou une crypto-monnaie pourrait-elle devenir une monnaie d'État de par la puissance de l'État? Alors c'est très intéressant parce que c'est ce que Trump n'a pas... Il est pour les cryptos parce que c'est moderne, ça marche, c'est tout le monde là, mais ça lui fait gagner beaucoup d'argent. Et qu'avec ces tokens, il a gagné plusieurs milliards. Donc, mais la question est fondamentale. C'est la question de blockchain. Est-ce que
tenir des registres d'échanges qui peuvent être immédiats, qui peuvent être pratiquement, pas entièrement, mais pratiquement beaucoup plus protégés que les actuels. Et quelles autorités doivent le faire? Alors, pour Trump, visiblement, c'est les cryptos privés. Mais quand même, il y aurait une crypto-dollar qui serait à valeur semblable au dollar, qui serait à valeur du dollar. Mais on voit qu'on a un dollar américain, encore une fois. La vision de Trump n'est pas une vision de développement de tous les pays du tiers-monde, tous les pays qui ne sont pas développés. C'est une vision de l'Amérique, centrée sur l'Amérique, et une exception américaine qui considère comme une exception que l'Amérique est mieux que les autres. Larouche parlait aussi de l'exception américaine, et pour lui, c'était comme l'exception, tiens, dans le judaïsme. C'est pas Israël avec ses frontières, le grand Israël le meilleur. La véritable conception du judaïsme, c'est que vous faites le bien pour les autres, et lorsque vous accaparez, vous avez trop de propriétés, ben au bout de 7 ans, on va jeter un coup d'œil sur les finances que vous avez prises, et vous n'avez pas le droit de poursuivre vos dettes les gens à la 6e année. Il faut qu'ils payent avant qu'il y ait un délai où on annule les dettes. Et en 50 ans, il y avait même une remise en cause de la propriété de la terre. Parce que la monnaie, l'argent et la terre étaient supposés être des éléments de responsabilité de l'être humain à travers ce rapport avec Dieu, qui était la responsabilité de l'être humain, qui pouvait être remise en cause de pas sa propriété privée. Et c'est là que, pour les États-Unis, qui sont un pays très religieux pour le meilleur et pour le pire, la vie, la propriété et la recherche du bonheur se situent quelque part contre la vie, la vie, la liberté et la propriété, parce que la vie, la liberté et la propriété, c'est quelque chose qu'on possède pour soi, privé, pour le plus longtemps possible. C'est pas quelque chose qui est dans le jeu de la dynamique du développement économique. Ça ne veut pas dire qu'on soit toute la propriété, qu'il faut mettre tout nu et donner tout ce qu'on a aux autres. C'est pas ce sens-là. Mais c'est ce sens que la propriété, c'est quelque chose transitoirement, probablement nécessaire, mais c'est pas un bien commun. Et ça peut être mis en cause s'il y a un intérêt commun de sa nation ou de l'humanité. C'est dans ce contexte-là que la mise en faillite ordonnée, à condition que ce soit pas fait n'importe comment, du monde de la finance est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est effarant, en France, c'est un pays les plus atteints, ça j'ai vu récemment. Pour à peu près 10 euros de dette, on a 1,5 à 2 de production. Aux États-Unis, c'est 1 à 4. Donc, on est dans un monde où ce qu'on émet en monnaie, ou en crédit monnaie, est plusieurs fois supérieur à ce qu'on produit. C'est ce qui est condamné, c'est soit ce monde-là, parce qu'on produira pour gagner de plus en plus à court terme et pouvoir rembourser la monnaie, ou alors on met en faillite ce système qui ne marche plus. Et c'est ça qui est la question essentielle. Et pour Trump, il fait avec ce système. Bien qu'il veuille révéler les vilains secrets de ce système. Donc c'est là que vous avez la contradiction. C'est intéressant pour se dire, on doit prendre une position dans laquelle le côté, on dirait aujourd'hui, disruptif de Trump, qui est un businessman et qui n'est pas quelqu'un de l'élite anglo-américaine, c'est un nouveau riche businessman. C'est intéressant de voir comment il y a un interstice par lequel on peut passer. Et c'est de ce point de vue-là que je le vois. Mais juste avant qu'on ait la prochaine question, juste une annonce et un appel pour ceux qui nous suivent. Donc Jacques, vous savez peut-être, va sortir prochainement un livre. On a le titre ou pas encore définitif? On a ton épée dans mon dos. Ah, on a l'épée, oui, ça c'est sûr. Donc je l'annonce publiquement, voilà, pour que ça sorte encore plus vite. Et donc voilà, à partir de la publication de ce livre, on va organiser voilà, une tournée en France afin de présenter ce livre. Et pour ça, évidemment, on a besoin de votre soutien financier. Donc j'appelle tous ceux qui nous suivent par Internet à aller sur le site solidaritéprogrès.fr et à faire un don en vue de préparer cette tournée qui aura lieu cette année.
Donc voilà, ça c'était un petit appel. On va prendre une autre question de la salle, s'il y en a. Oui, monsieur, alors attendez. Va être très courte. Ne peut-on vivre sans l'Amérique? Est-ce qu'on peut vivre, ne peut-on vivre sans l'Amérique? Est-ce qu'on peut vivre sans l'Amérique? Sans l'Amérique, oui. Sans l'Amérique? Non. Bien sûr que non, il faut changer l'Amérique. Il faut que l'Amérique revienne aux sources de ses pères fondateurs et soit détachée des crimes qu'ont pu commettre les conquérants américains. C'est très curieux si on pense à Israël et aux États-Unis. Le point commun de, je dirais, de distorsion et de faiblesse, c'est que c'est un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Et ça, ce qu'ont fait les Américains vis-à-vis des Indiens, l'Argentine l'a fait aussi, dans l'autre extrémité de l'Amérique, et c'est ce que disaient les sionistes aussi, les sionistes qui n'avaient pas compris le message de Herzl qui est différent, qui pensaient qu'il y avait un peuple sans terre, et que il fallait sacrifier ceux qui étaient là pour faire d'une terre occupée par les Palestiniens une terre sans peuple, c'est le Nakba. Donc il y a ce drame de reproduire une vision de l'ennemi par rapport à son groupe, et pas d'avoir une vision du travail ensemble, ce qu'on peut faire ensemble. Et un des problèmes du système éducatif français, c'est que c'est très basé sur, moi je l'ai subi lorsque ça marchait, et ça marchait, sur la compétence et le succès personnel, une bonne note, au lieu de voir un travail collectif. Alors évidemment, il y a un système qui est un peu trop collectif, mais qui marche mieux qu'en France. Sur le modèle des mathématiques, c'est la Finlande et la Norvège. Alors, il faut voir un peu partout, là où des choses ont été intéressantes. Bien qu'il faille se faire en tout très attention. Je vous le dis parce que ça imprègne d'autres débats. En Norvège, comme en France, à un certain moment, on avait une mauvaise note dans le système d'éducation. Mais on s'est aperçu que parce qu'en CM2, l'âge était différent. C'est-à-dire qu'il y avait presque un an de plus dans les pays qui avaient une bonne note, et chez nous, un an de moins. On avait fait des élèves qui étaient déjà en SM2. Et on s'est aperçu que la Norvège, c'était pareil. Donc la Norvège a supprimé, et elle a mis les gens, pour comparer à des gens qui ailleurs sont en CM2, qui en Norvège avaient leur même âge, en CM1. Là, la Norvège se trouvait bien meilleur classement. Donc il faut faire très attention, quand on fait des statistiques, à tous les éléments qu'on a réunis, et par rapport à quoi on veut arriver. Et le domaine où c'est le plus frappant, parce qu'il y a des distorsions complètes, en France, on vient de retrouver les enregistrements et les sondages comment il s'appelait, Patrick Buisson, qui montrent qu'il y a une distorsion complète des statistiques. Ce que disait un jour, je crois que c'était Keynes, les deux choses qui m'amusent le plus, c'est les deux choses par lesquelles on peut contrôler les êtres humains, le sexe et les statistiques. Il faut faire très attention à tout ça pour un jugement. C'est pour ça que Trump, on se base très souvent sur des déclarations, des statistiques, et pas sur ce que c'est réellement, quelles sont... C'est comme la guerre à la drogue, on ne va pas à la racine. Si on tue un serpent, il faut couper la tête, pas le chatouiller sur le corps, ou pas lui infliger des coups de couteau. Je le dis parce que, selon les Chinois, je suis du signe du serpent. Et c'est l'année du serpent. Et c'est l'année du serpent. C'est l'année du serpent. Et il y a une autre personne qui est du signe du serpent. Trump? Non. Xi Jinping. Ah, Donc il faut parfois blaguer sur ces questions-là. Donc, alors là, on va moins rigoler. Ah. En fait, il y a beaucoup de questions sur Internet sur la question de la faillite de la France et les questions de la faillite des entreprises, surtout qui inquiètent beaucoup de gens. Donc, on a une question d'Elisabeth qui dit: est-ce qu'on peut voir un rapport entre la faillite des entreprises françaises en ce moment, qui sont importantes, et le fait que les États-Unis sont intéressés par certaines de ces entreprises? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bien sûr. La faillite de la France est due à une politique qui, depuis, je serais sympathique,
depuis la mort du président Pompidou et probablement avant, est une politique d'endettement systématique pour favoriser le basculement de la France dans une économie financière. Donc, on engendre avec ces dettes de la dette, mais en développant l'économie en profondeur. Et on abandonne les secteurs qui étaient les secteurs locomotives de la France, qui étaient le nucléaire, qu'on a sabordé, la chimie, toutes les productions de biens intermédiaires, et on a rabaissé les productions à un niveau de production qui ne sont pas celles incluant le plus de technologie, mais qui sont des productions qui ne sont pas les plus développées. Et on a laissé tomber des secteurs qui pourtant étaient nécessaires, comme la chose, la Covid l'a démontré, qui étaient même les masques, on ne suivait pas la demande qu'il y aurait si quelque chose se passait d'exceptionnel. Et ça, c'est le deuxième point de l'économie française. Non seulement elle s'est soumise aux financiers, elle s'est soumise à l'Europe, qui a été un des éléments de cette soumission financière, la fausse Europe de l'Union européenne, mais en plus, elle a établi, par rapport à des circonstances inattendues qui peuvent se produire, un système de pensée qui était que sur les circonstances attendues, d'après les statistiques du passé. Alors, c'est intéressant si vous pensez à ça pour la météo. Les prédictions de météo sont généralement très bonnes. Aujourd'hui, il devait faire très beau, il fait très beau, demain il fera très beau. Mais, dès qu'il y a un phénomène qui est au-delà de la météo, qui est un phénomène climatique, à ce moment-là, elles deviennent complètement fausses. Parce que tout a été fait de déduction de choses du passé. Et on a vu même un moment où il a dit il fait beau et chaud aujourd'hui, enfin relativement chaud, doux, alors qu'il neigeait. Donc, c'est des erreurs rares, mais elles sont commises face à l'inattendu. Et on le voit dans les inondations, on le voit dans toute une série de choses. Donc, et on dit alors c'est le réchauffement climatique, c'est le réchauffement climatique. Non, c'est qu'on ne déduit pas de choses faites dans le passé, c'est ce qui produira à l'avenir. Souvent, ça marche, mais tout à coup apparaît un cas qui détruit tout, parce que c'est un cas de quelque chose, de produit qui c'est nouveau, qu'on n'avait pas prévu. Et on ne s'est pas armé pour le prévoir. Alors l'exemple clé aujourd'hui, c'est les feux en Californie, où on n'a pas amené l'eau, par n'avoir pas l'eau de l'Alaska et du nord du Canada, on n'a pas débroussaillé les forêts, et on a pris, pour les gens qui voulaient se protéger, des pompiers privés qui défendraient une maison, et pas l'ensemble d'un territoire, ils étaient payés par les propriétaires de la maison pour défendre leur maison. Puis, le pire, c'est que toutes les lances à incendie sont épuisées avec plus d'eau. Pourquoi ? Parce qu'on avait fait les statistiques sur les feux du passé, et on avait prévu des réservoirs d'eau qui correspondaient à ces statistiques. Et tout à coup, quelque chose arrive qui est inattendu, il n'y a plus d'eau. Donc, c'est intéressant de le voir par rapport à ce qu'on doit faire pour l'avenir. Il faut penser en termes de choses qui changeront la règle du jeu. Alors, à ce point de vue, Trump le pense, mais dans le monétaire. Il ne voit pas le changement de règle du jeu par rapport à ce que Larouche a toujours défendu, l'économie physique productive. Voilà, c'est pour résumer les choses. Merci Jacques. Je ne sais pas si c'est clair pour nous. Le petit fascicule qu'on a fait, c'est Benoît n'est pas là. Non. Christophe non plus. Non. Les auteurs sont absents. Ils are fire! Fire! Non, ils sont absents. Il y a Sébastien qui a collaboré. En continuité avec la question sur l'industrie, il y a une des forces anciennes de la France qui était l'agriculture. Là, l'agriculture. On n'a pas le résultat des chambres d'agriculture aujourd'hui. Ce qu'on sait quand même depuis 20 ans, c'est que l'agriculture était réduite pour ce qui marchait à, d'un côté, le vin, et de l'autre côté, les grandes céréales. Les grandes céréales, le marché est décidé à Chicago. Donc, que va faire et comment va utiliser Trump, si il a quelque idée, cette puissance qu'il a sur le commerce international pour nos choix dans l'agriculture? Je pense qu'en France, je suis certain qu'en France, des monopoles industriels, financiers industriels se sont installés, dont le
la conception était de se fournir partout à bas prix, en France ou ailleurs. Et qu'on a externalisé un certain nombre de choses. Il y a un fameux cycle du saucisson qui est incroyable, où le porc naît à un endroit, le jeune porc va être élevé dans un autre, il va se grossir dans un troisième et il revient transformé en saucisson. Donc ça a été un des problèmes de l'agriculture, et c'est la recherche partout où c'est moins cher. Donc il y a un critère de prix qui est pratiqué, financier, étape par étape, et pas un prix qu'on découpe en morceaux, pas seulement le porc à la fin, mais le prix, et qu'on ne voit pas à long terme. Et ces industriels aussi, on disait que le prix est plus élevé, ils décident d'exporter. Et on décide d'importer, c'est l'histoire du poulet brésilien, bien sûr, qu'on importe. Ou c'est la même chose qui a ruiné en partie l'économie agricole russe, où c'était ce qu'on appelait les bush legs, où tout à coup les Américains exportaient à prix très bas les, comment ça s'appelle, le poulet là. Pardon? Les pilons. Oui, pas tous les pilons. Ils exportaient ça massivement, ce qui fait que ça a empêché les producteurs russes de se développer. La même chose pour le blé, les céréales, pour produire produits alimentaires. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, les sanctions qui ont été imposées avec les contre-sanctions russes ont permis, paradoxalement, le développement de secteurs de l'économie russe. S'il n'était pas protégé, de ne pas se développer. Donc, le protectionnisme, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer pour les industries naissantes et lorsqu'il y a une compétition indue de l'autre. Ce n'est pas le protectionnisme à tout prix que veut pratiquer Trump pour des raisons de location sur le territoire national. Merci. Une autre question, tu as mentionné à la fin de ta conférence le plan Oasis, et on a une question sur un petit peu le même sujet de Elsa. Que penses-tu de l'annonce de Trump de déplacer 1 million de Palestiniens dans les autres pays arabes? De déplacer les Palestiniens dans les autres pays de la région? Bon, sur ce plan-là, il y a, pour des gens qui disent des choses pareilles, il y a des asiles psychiatriques disponibles. Trump, de ce côté-là, c'est utiliser les autres comme, je dirais, des pions dans un système financier. Et heureusement, ce côté-là, ça aboutit à ça, sur ce sujet-là. C'est plus opportun pour lui de servir l'ami israélien, on humiliera Israël, on lui donnera éventuellement la Cisjordanie et Gaza, ça sera le grand Israël qui négociera avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite et en négociation, on aura un prix du pétrole maîtrisé, il y aura un développement de tout le Moyen-Orient et c'est les intérêts financiers américains qui prédomineront. C'est un peu la pensée. La caricature à peine. Ma question en fait, c'est de savoir si la situation avec l'arrivée de Trump, avec tout ce qui s'est passé avec le Niger, le Burkina Faso, la fin de la France-Afrique, le fait que les pays des BRICS refusent maintenant de bosser pour pas cher pour nous, on va se retrouver à payer très très cher ce retournement de situation. Payer très cher? Ce changement de situation, en termes économiques, l'accélération de la dette et de la politique européenne pour sabrer les budgets, etc. Et est-ce que non seulement c'est... Parce que la Macronie et l'hypercentre a déjà fait faillite. Il tient par un bout de ficelle grâce au chantage contre Le Pen et contre Mélenchon. Mais est-ce qu'on ne se prépare pas à la faillite des fausses oppositions? Parce qu'il y a cette situation qui semble être l'opportunité pour les souverainistes. Mais tu as parlé de la mélonisation du souverainisme. Donc comment on va faire pour faire en sorte de profiter de la situation pour un humanisme, un souverainisme humaniste? Alors, le pari que fait Trump, c'est de dire la chose suivante. Tu vois, petite grenouille française, on te jette dans l'eau bouillante, tu vois, elle est en train de bouillir. Alors la grenouille regarde, et elle voit que simplement c'est une eau tiède. Elle se dit, je pourrais peut-être sauter dedans. Elle saute dedans, et à ce moment-là, peu à peu, on augmente la température, et la grenouille est prise. Ça a été ça, ça a été
ce que certains ont appelé le Mitterrando-chiracisme. On peut un peu accumuler les gens sur l'Europe, par petites touches, et cette Europe, c'était une Europe de l'Union européenne, financière et otanisée. Donc Trump espère opérer, je pense, de cette façon, parce que c'est une façon de dealer financier par rapport à l'Europe. Il n'a aucune estime pour l'Europe, et il y a de quoi, si on voit les dirigeants actuels, de l'Europe occidentale. Donc il voit des occasions à saisir. Musk, c'est l'occasion à saisir de l'AFD, il voit une occasion à saisir de gens qui, sur certains points, disent des choses, qu'il faut une économie, il faut qu'elle marche, qu'il faut respecter l'Allemagne. Et Musk dit, avec ces gens-là, on peut dealer. Et Trump dit, ouais, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui, certainement, va provoquer une réaction en France, où, en même temps, on s'est comporté comme des imbéciles, mais on est plus futé qu'ailleurs. Donc, le fait d'être plus futé peut faire comprendre ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui sur Trump et la situation internationale. Et de s'apercevoir qu'on doit rétablir la vraie conception de la souveraineté, qui est à la fois individuelle, qui est nationale, et qui est pour le bien de l'humanité. Il n'y a pas de souveraineté nationale contre les autres. Il y a une souveraineté nationale qui accorde son instrument pour qu'il joue un bon morceau musical, une bonne pièce musicale avec les autres souverainetés. C'était l'idée de Jean Bodin. Une richesse que d'hommes, ça ne valait pas seulement pour la France, ça valait pour l'ensemble du monde. Les hommes qui produisent. Donc les gens sont comme ça. C'est la question de la culture. Et la question de la culture, c'est la question vis-à-vis des jeunes. On ne peut pas leur dire bande de cons, vous regardez pendant 7 ou 8 heures par jour vos écrans, vous êtes des esclaves sans même vous en rendre compte. On ne peut pas dire les choses comme ça. On peut l'expliquer au bout d'un certain temps. On ne peut pas le dire comme ça, brutalement. Il faut leur montrer qu'il y a un autre monde que le monde de leurs écrans, que ce monde est plus intéressant et qu'il y a des discussions qui peuvent être, disons, plus réelles que ce virtuel des écrans. Et ce virtuel des écrans, ça a été vu comme une mise en séduction mutuelle organisée des gens en jouant sur leurs plus bas instincts, c'est-à-dire les instincts biologiques, le meurtre et le sexe, il n'y a pas à se tromper sur cela. Et comment leur présenter quelque chose de beau, de meilleur. Et ça se passe par une expérience personnelle. C'est-à-dire de montrer aux gens qu'on est les représentants, les ambassadeurs de cela. Et les gens, dès qu'ils sentent ça, ils sentent quelque chose qui les sort de ce monde dans lequel ils ont été situés. Alors il faut des projets, il faut des propositions, il faut tout ça, mais tout doit être vu. Les gens cherchent un endroit où ils peuvent être ensemble à faire des choses dans lesquelles ils se sentent mieux, pour simplifier les choses. Moi, ce qui me frappe le plus, je le dis à plusieurs reprises, certains ici l'ont entendu, c'est qu'on peut penser que les gens du nord et de l'est de la France, qui, dans le peuple, ouvriers et employés, votent Rassemblement National et en même temps font du country music et de... Comment ça s'appelle déjà quand ils... Oui, la danse country. Oui, et ils se déguisent en cow-boy, je ne sais pas quoi. Donc on peut dire, bon, c'est ridicule, ils votent pour un truc national, en fait, ils sont l'importateur de la contre-culture américaine. Mais non, parce qu'ils cherchent un lieu de solidarité. Et on doit créer nous-mêmes des lieux de solidarité autour de nous. C'est ça qui est très important. Et les gens croient que beaucoup ne savent même plus ce que c'est, tellement il y a la conception que l'autre, c'est une menace. Et c'est un aspect aussi, quelque chose de profond qui est en France. Je me souviens toujours, c'était il y a 35 ans ou 40 ans, je discutais avec un jeune. Et il disait, mais si je dis, je le pense, si je m'ouvre vraiment sur ce que je veux, les autres vont en abuser, me dominer. Donc c'est intéressant, si on regarde avec cet œil-là, et pas avec l'œil de MeToo, si on regarde avec cet œil-là, ce qu'est le patriarcat et la culture patriarcale. Et le voir, je sais, par exemple, il y a certains d'entre nous, lorsqu'ils sont dans le champ, ils disent peut-être pas des choses transcendantes, mais ils éveillent l'intérêt des gens parce que les gens s'aperçoivent une disposition de l'esprit
qui est, je dirais, à l'écoute, qui est une sympathie ou une empathie vis-à-vis des gens. Et les gens le ressentent, ça. C'est ça qui est très important. Et ils ressentent aussi, quand on leur explique les choses, ils disent « Ah mais oui, ah mais oui !» Et c'est ce « Ah mais oui » qu'il faut convoquer. Alors, on va prendre encore 2 questions. Alors, s'il y a une question de la salle ou pas. Sinon, on va prendre une question d'Internet. Alors déjà, je précise qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions sur Internet, il y en a trop. On essaiera de répondre après. Question d'Éric Jacques. Que penses-tu que la France, notre pays, doit faire concrètement pour soutenir le mouvement d'émancipation du colonialisme qui a cours dans le monde? Financer Solidarité et Progrès, l'Institut Schiller, pour être plus qualifié dans son combat. Une question de qualification, parce que beaucoup de gens de souverainistes que je vois ne sont pas qualifiés. Et avoir un sens de l'organisation. Dans d'autres pays que la France, j'ai vu des gens attachés à leur culture avec plus de passion dans ce qu'elle a de bon, pour donner aux autres dans le monde le meilleur de leur culture. Ça va être, je ne sais pas, les pères fondateurs aux États-Unis, ça va être comme tous ceux qui ont lutté contre l'esclavage aux États-Unis, ceux qui ont fait une musique qui correspond à la musique de libération des spirituels, ça va être en Turquie le meilleur du kémalisme, ça va être dans chaque pays il y a quelque chose, ça va être chez nous la tradition libératrice de Rabelais, ça va être la tradition scientifique de Carnot, de Monge et de Prieur de la Côte d'Or, ça va être quelque chose, on fouille, on trouve ces moments dans l'histoire qui doivent intégrer un moment actuel. Pas pour imiter ceux qui les ont faits, mais pour être inspirés par leur état d'esprit au moment où ils l'ont fait. C'est ça qui est essentiel. Merci. Je voulais juste rebondir sur la première réponse et sur la question qui avait été posée sur peut-on vivre sans Amérique. Sur l'exportation de migrants? Non, sur Peut-on vivre sans Amérique? Sur le moment Spoutnik, le moment Spoutnik avec DeepSeek et peut-on vivre sans Amérique. Donc dans cette idée-là, si on imagine qu'on est dans un moment Spoutnik et que l'Amérique ne veut pas jouer ce jeu-là de changer le rapport diplomatique vis-à-vis de l'Europe, est-ce que, dans ce cadre-là, est-ce que vous voyez un chemin pour que l'Europe puisse tendre la main à la Chine et au BRICS de manière générale et suivre une voie justement sans l'Amérique? Est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour ça? Alors, le DeepSeek, les Chinois, ce qui a beaucoup choqué, et je crois que les Chinois remuent un peu la louche sur ça, en disant que ça coûtait 6,5 millions de dollars. Alors c'est toute une série de paradoxes. Ça a coûté 6,5 millions de dollars seulement, alors que Trump fait un projet à 500 milliards, qui peut être très intéressant, parce que dans le projet de Trump, il n'y a pas que les grosses entreprises, hein, il y a toute une série de chercheurs de petites et moyennes entreprises qui manquent en France. C'est-à-dire en France, il y a les startups, mais dès qu'il s'agit de produire, il n'y a plus personne. Et surtout, il n'y a pas les banques. Donc on a besoin, en France et en Europe, on dort, on a dormi sur ces questions-là. Plus qu'aux États-Unis encore, beaucoup plus qu'en Chine et plus qu'aux États-Unis. Donc il s'agit de revoir, de rétablir une culture, je dirais, qui soit à la fois en accord avec le désir de s'émanciper, de se développer des pays avec lesquels nous sommes en rapport, ce qu'on a failli à faire, qu'on n'a pas fait en Afrique et qui provoque la situation actuelle, et en même temps chez nous, on a les moyens. Mistral, c'est très bien dans ce domaine-là, mais il faut qu'ils aillent plus loin, et que ce que dit quelqu'un d'ailleurs de façon DeepSeek, ça aurait dû aussi être trouvé en France. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut encourager ce genre d'esprit de découverte, de culture de la découverte, de la vie, d'aimer trouver quelque chose qui ne correspond pas aux idées reçues du moment. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'on doit financer, au lieu de financer la recherche, comme on le fait trop souvent en France, par rapport à une série d'étapes pour arrêter un objectif.
C'est ce que j'avais attaqué dans la planification française. Dans la planification française, on fixait les objectifs avec un accord des principaux forces productives de la nation. Donc on avait un objectif et on avait une trajectoire. Et tout à coup, on avait mis des clignotants pour voir si ça venait rouge, c'est qu'on s'était écarté de la trajectoire. Alors ça suppose, oui, c'est intéressant, mais si on s'est écarté de la trajectoire pour des raisons qui font qu'il y a eu des inventions, qu'il y a eu des découvertes, qu'il y a eu des formes sociales nouvelles, il ne faut pas rétablir la trajectoire, il faut changer l'objectif. Et comment est-ce qu'on peut faire cette remise en cause, qui n'est pas du tout cartésienne? C'est de trouver le principe, comme Fermat l'a trouvé dans la réfraction de la lumière, par rapport à Descartes, et de réfléchir à cette question-là. Il y a un livre de Pierre qui est très intéressant de ce point de vue-là, sur la manière de penser, pas simplement, c'est toute une série d'exemples de découvertes qui montrent de quelle manière de penser on est parvenu à ces découvertes. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on va prendre une dernière question, monsieur. Bonjour Monsieur Chemilade, je suis Jacques Moifreau, je suis pour vous sauver les doigts, car notre émission d'il y a 2 ans et demi à Villeneuve-la-Garenne avait été fort. Je ne vous entends pas très bien. Donc je dis, je suis Jacques Moifreau, je vous présente mes vœux. Notre dernière émission à Villeneuve-la-Garenne avait été fort appréciée, et je vous en remercie encore par mon public, qui est autant afro-occidental qu'africain, et je serais très heureux de venir vous tendre mon micro car vos analyses sont très appréciées par les téléspectateurs de mon média. Ma question va beaucoup tendre vers l'actualité afro ou bien euro-africain ou vice-versa. On assiste aujourd'hui à des scènes qu'on n'aurait jamais imaginées sur le continent africain, des populations qui spontanément se lèvent et vont mettre le feu à l'ambassade de France. Ça s'est passé cette semaine en République démocratique du Congo. Pour ce public-là estime que la France est derrière le M23 et Paul Kagame. On assiste à une désobéissance, si je peux la qualifier ainsi, des chefs d'État africains, d'Afrique francophone bien entendu, que nous avons savamment installés, qui n'obéissent plus. On voit Jean-Noël Barrot qui se rend à N'Djamena au Tchad, à peine il est monté dans son avion pour le retour, il dit que Mahama Idriss Déby demande à l'armée française de déguerpir. Ma question est un peu longue, je vous peux me pardonner. Il y a quelques années, je disais à Michel Roussin, que vous connaissez très bien, et ça je l'ai écrit dans mon livre, Ils ont rendu mon frère, je lui disais, il est temps que la France change sa façon de traiter Mamadou. Car si il ne savait pas écrire son nom, aujourd'hui les majors de sa promotion dans les grandes écoles françaises, la France gagnerait à prendre les devants pour proposer de nouveaux accords à ses anciennes colonies. Ce qui n'a pas été fait, malheureusement, vers Possachimito. Est-ce qu'à moyen terme, la France aura encore son mot à dire en Afrique? Est-ce qu'à moyen terme, la France pourrait encore avoir le poids qui était le sien hier au Conseil de sécurité des Nations Unies où elle parlait au nom de l'Afrique? Merci. Alors, pour moi, le problème de la politique de la France, c'est que ses dirigeants n'aiment pas les peuples, ou n'aiment pas les peuples, ils aiment le tourisme. C'est très différent. Je pense à ça quand j'étais au Niger, c'était en 2009, et j'ai visité le musée qui était un Catalan d'ailleurs, ce n'était pas un Nigérois, c'est un Catalan, qui avait fait ce musée. C'est très intéressant parce qu'il y avait un premier cercle avec tous les animaux sauvages de la région, et un deuxième cercle à l'intérieur avec 5 grandes cases, où il y avait des moments de l'histoire de la région, de la préhistoire jusqu'à nos jours, avec même les productions nouvelles, artisanales du pays. Pas du tout entretenu, pas de moyens. Il y avait des gens assis devant les différentes cases, il fallait donner un peu d'argent pour pouvoir rentrer. Et la France n'a jamais rien fait pour ça. Or, la remise, cette conception très bonne, la remise en place de la chose coûtait, je ne sais pas, je l'avais évalué à 500 000, entre 500 000 et $1 million, c'est-à-dire 3 fois rien, par rapport à ce qu'on dépense. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est les coopérants. Et les coopérants français, il y a eu l'occupation militaire par l'armée, mais aussi les coopérants, pour certains qui ont fait du bon travail, à peu près 20%, et 80% qui vivaient sur la bête, quelque part, au lieu de vivre comme les Africains. Donc, il y a tout un problème
là de relations et de remise en place des choses. Alors en ce qui concerne le M23, Kagame, l'intervention de Kagame, c'est une région du monde où ce qui s'est passé est abominable, parce qu'avec une complicité d'à peu près tous les milieux occidentaux, qui les uns ont tiré d'un côté, les autres de l'autre, en essayant de pousser l'un et l'autre, ont créé une situation d'un véritable massacre entre les populations, qui a commencé par le génocide des Tutsis, et ensuite maintenant qui continue par les massacres de M23 et de Kagame qui envoie 4 ou 5 000 soldats de l'autre côté. Et on a une situation où l'environnement qui est créé n'est pas de nature à empêcher des choses pareilles, alors que la France aurait dû être dans son insistance et une discussion avec des dirigeants de la RDC, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la RDC bénéficie de ses propres richesses minières comme un pays intégré. Donc voilà, et on n'a pas fait du tout cette politique-là parce que on était occupé ailleurs à faire des choses qu'il ne fallait pas. A-t-on fait l'inverse? Est-ce que la France a fait l'inverse? Parfois oui, avec un grand désordre entre les services de renseignement français. On dit, vous savez, dans les services de renseignement américains, qu'à un certain moment, il y en avait qui finançaient certains islamistes et d'autres, et qui se tiraient dessus, tous les deux étant financés par les Américains. C'est bien pire que ça, et les Français l'ont fait aussi. La guerre de l'Iran contre l'Irak, les États-Unis, avec la CIA et les autres organisations, ont financé les deux côtés pour créer une déstabilisation dans la région et profiter de cette déstabilisation. Alors en France, curieusement, on cherchait une stabilisation pour faire affaire dans des conditions différentes de la déstabilisation générale qui règne aujourd'hui. C'est toute l'histoire de Mobutu. C'est-à-dire, on se basait sur une domination d'un militaire et ses réseaux qui établissaient un certain ordre, au lieu d'essayer de voir quel ordre supérieur on pouvait mettre en place. Et je pense que là, c'est pour un pays qui participe à l'aide du développement, c'est pas de s'immiscer dans les affaires intérieures de l'autre pays, mais de créer des exemples et que ces exemples soient des repères pour le développement à son tour dans ce pays. Et ces exemples, qui soient pas, on la ramène pas, simplement on fait ce qu'on peut faire de mieux dans des circonstances données. Et pour cela, évidemment, il faut un État qui vous soutienne. Et la France n'a pas eu cette politique-là, la politique de colonisation, de néocolonisation, de colonisation larvée, qui est parfois pire que la colonisation elle-même. Elle est pire parce que il n'y a plus de responsables, tout ça se dilue dans une exploitation qu'on établit par complicité successive. Voilà. Merci Jacques. Donc on va arrêter là cette conférence, mais avant de conclure, je rappelle aux gens, voilà, on a besoin de votre soutien, donc allez sur le site solidaritéprogrès.fr pour nous soutenir. Et on a une annonce justement, parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi sur la question de la culture, les écrans, l'addiction dont Jacques a parlé. Et on va justement initier un projet prochainement. Je veux bien